Notre invité, c'est Benoît Grunemwald. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Et avant de laisser la parole à Benoît et de vous présenter, surtout, peut-être revenir sur notre question 01 Hebdo Orange, Jérôme. Justement, puisque on vous questionne sur ce sujet qu'on va évoquer maintenant. Avez-vous déjà été victime d'un ransomware ou ce rançongiciel? Pour l'instant, on est à 92,8. 92% de non, mais 8% d'entre vous, malgré tout, ont déjà été confrontés à ce problème. Ont été, voilà, de près ou de loin, confrontés à ce problème. C'est incroyable. Benoît, bonjour, merci d'être là. Bonjour. On vous retrouvera dorénavant une fois par mois dans ce 01 Hebdo pour évoquer tous les sujets liés à la cybersécurité. Ce sont des sujets effrayants mais passionnants, la plupart du temps. On est sur lesquels on a vraiment besoin d'informations, à la fois pour nous prévenir, pas nous faire peur, mais un petit peu quand même, et puis nous dire comment réagir, bien souvent. Complètement, il faut être sensibilisé au sujet pour mieux l'aborder et pouvoir avoir moins peur de ce qui peut nous arriver. Et vous êtes donc expert cybersécurité chez IZ, qui est une suite de logiciels de sécurité que l'on peut télécharger, bien sûr. Complètement. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé il y a quelques jours aux US dans ces hôpitaux. Alors, le communiqué officiel nous dit que les hôpitaux ont été attaqués par une menace qui ne précise pas quelle est cette menace. Pour autant, il y a eu quelques informations qui ont fuité et il semblerait que ce soit plutôt une attaque de ransomware, donc de rançon logiciel. Et par précaution, le système d'information a été arrêté pour éviter la propagation. Notamment, on sait que cette chaîne d'hôpitaux a à la fois des entités aux États-Unis, mais également en Angleterre. D'accord. Oui, c'est une énorme chaîne. Ils ont 400 établissements, je crois. Ils traitent énormément de patients. Et donc, en ce moment, ils ont du boulot, évidemment, avec le Covid. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ont du boulot. Et donc, il fallait qu'ils puissent continuer à la fois accueillir, mais aussi à traiter les patients. Moi, ça me fait peur. Je me demande ce qui va se passer dans les prochains épisodes de Grey's Anatomy. Parce que si ça ne marche plus, leur système d'information, ça va être gênant. Alors oui, parce qu'on a l'impression que ça se multiplie. Il y a déjà eu d'autres hôpitaux également victimes de ce type d'attaque. Et malheureusement, oui, de nombreux hôpitaux ont été attaqués. Et ça pose plusieurs problèmes. À la fois l'accueil des patients. On a vu récemment un hôpital, notamment en Allemagne, qui avait dû refuser l'accueil d'un patient parce que ses systèmes d'information n'étaient pas disponibles. Et il a été rerouté vers un autre hôpital et malheureusement, il est décédé durant ce trajet parce que c'était trop long. C'est incroyable. L'hôpital a refusé de le recevoir parce que ça ne marchait pas. Parce qu'il l'informatique n'était pas capable de fonctionner et de l'accueillir. Et le gars est mort à cause de ça. Et malheureusement, il est décédé pendant le trajet. On peut dire que les cyberattaquants ont fait un mort cette fois. Complètement. Et d'ailleurs, c'est bien malheureusement ce qui nous rapproche entre les cyberattaques que l'on peut voir comme virtuelles, le monde numérique, et notre propre réalité, notre vie humaine réelle. Alors Benoît, pourquoi cette attaque est si grave que ça, surtout aux US? Parce que les données santé aux US ont énormément de valeur, peut-être même plus qu'en France, non? Oui, et d'une manière générale, la valeur des données, alors ça peut être nos cartes bancaires, nos accès à nos réseaux sociaux, mais également aux États-Unis particulièrement, le système de santé n'est pas aussi pratique et facile et accessible que celui que nous avons notamment en France. Il est très cher. Eh bien, on va tenter d'acheter des accès au système de santé pour pouvoir se faire passer pour quelqu'un d'autre, usurper l'identité et ainsi bénéficier de ses soins. C'est-à-dire que les données volées dans les hôpitaux sont ensuite revendues au marché noir. Donc à des personnes qui n'ont pas de couverture sociale ou pas les moyens de s'en payer une. Et c'est aux alentours de un peu moins de $200. Benoît, mais comment est-ce possible? Comment peut-on avoir un système informatique aussi fragilisé? Comment les pirates font-ils pour pénétrer dans des systèmes d'information comme ça des hôpitaux? Est-ce qu'ils sont fragiles, ou bien les hackers sont très forts, ou bien les employés font des erreurs? Alors, malheureusement, c'est une conjonction de tous ces phénomènes. Un rapport d'IBM récent montre que lorsqu'il y a une attaque qui mène à une fuite de données, on va dire qu'à peu près 50% sont liés à une cyberattaque. Ensuite, 25 et 25 sont liés soit à une erreur de configuration, à une vulnérabilité, et 25 à un problème interne lié à un employé qui n'est pas d'ailleurs forcément malveillant, mais qui peut avoir commis une erreur. Et donc, si on prend déjà les 50% liés aux cyberattaques, eh bien, ça veut dire que les cybercriminels ont réussi à pénétrer le système. La plupart du temps, ça se passe par un phishing, c'est-à-dire un hameçonnage. On envoie un email à quelqu'un. Généralement, quand il y a une cible comme un hôpital, c'est assez structuré. L'attaquant est structuré, il sait à qui l'envoyer et pourquoi l'envoyer. Et de là, malheureusement, l'employé va cliquer. La victime clique. Et en cliquant, il va installer en fait un logiciel, c'est ça? Alors, en cliquant, il va installer un logiciel, mais bien souvent, il ne va pas installer le logiciel ransomware directement. Déjà parce qu'il serait assez rapidement découvert. Il va
permettre et ouvrir une porte et permettre aux cybercriminels de rentrer dans l'entreprise, généralement de faire un état des lieux. C'est comme si j'ouvrais une porte, en fait, que j'entrebâillais une porte. Complètement. Et une fois que le cybercriminel est rentré, eh bien, il va voir quelles sont les informations qui l'intéressent, données de santé, données personnelles, les RH, les payes ou les brevets, si on est dans une entreprise commerciale. Et à partir de là, il va commencer à les récupérer, donc toujours le plus discrètement possible, et les sauvegarder. Et une fois qu'il a bien récupéré ce qu'il souhaitait, là, il va chiffrer et verrouiller. Exactement. Et alors, concrètement, comment ça se passe? D'un coup, c'est comme dans les films de science-fiction, enfin ces films-là de sécurité. D'un coup, on se retrouve avec un écran en disant votre système d'information a été piraté, il va falloir payer si vous voulez retrouver les infos. C'est exactement ça. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe et c'est vraiment très soudain. La plupart du temps, il y a à peu près 200 à 300 jours pendant lesquels le cybercriminel reste caché dans l'entreprise. Ah, il reste 200 300 jours latents comme ça? Notamment parce que des fois, il se fait détecter. Donc, on se dit, c'est pas forcément une grosse attaque, donc il se fait détecter, mais il a déjà prévu un deuxième point qui fait qu'il peut revenir. Donc, il faut à peu près le temps d'exfiltrer les données, de rentrer, d'exfiltrer. Il faut à peu près 200 jours. Et alors, comment peut-on se protéger contre ça? On parle des hôpitaux, mais ça concerne toutes les entreprises et même aussi, sous certaines formes, les particuliers. Alors, ça va concerner à la fois les particuliers, mais plutôt sur des attaques de masse. Généralement, on ne va pas cibler le particulier. Oui. On va profiter que le particulier n'a pas mis à jour son système d'exploitation, a une version d'un logiciel de sécurité qui n'est pas très performant, va cliquer sur des liens parce qu'il ne va pas vraiment faire attention. Et là, lui, il va généralement se prendre le ransomware sans analyse préalable de la cible. Et on va espérer qu'il paye. Et du coup, on va jouer sur l'effet de masse. S'il y a beaucoup de particuliers qui se font attaquer et que très peu payent, et ben, malgré tout, quand même, on va avoir un effet de volume. Sur les entreprises, on va avoir le même effet parce qu'on a beaucoup de TPE, PME qui sont malheureusement pas sensibilisés, qui ne mettent pas assez de budget dans la partie cybersécurité et qui, du coup, vont se faire attaquer par effet de bord, on va dire, par des ransomware. Ils sont vraiment piégés, ces entreprises sont vraiment piégées parce que même si elles disent « Ok, je m'en fous, j'avais tout sauvegardé, voilà, je ne vais pas payer », il y a une autre menace qui est terrible que vous allez nous expliquer, c'est-à-dire que en fait, ce sont ces pirates qui vont vendre toutes ces données en fait, et c'est le deuxième effet qui se coule finalement de tout ça. Oui, complètement, et c'est une mode entre guillemets qui a été lancée par le cartel Maze et qui est un opérateur bien connu de ransomware. Et en fait, ils se sont dit, les entreprises vont finir par se préparer. Du coup, ils ne vont plus payer la rançon parce qu'ils vont réinstaller tous les logiciels, tous les ordinateurs, et on n'aura plus de travail. Et donc, ils se sont dit, il y a quand même des informations qu'on est en train de récupérer qui ont de la valeur, notamment tout ce qui est données personnelles. On pense notamment au RGPD, à la CNIL en France. On peut avoir une amende qui tourne aux alentours de 4%, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial si les données personnelles que l'on détient sur ses clients ou ses employés fuitent. Et donc là, les ransomware, les cyberattaquants se sont dit, on va mettre le ransomware, on va récupérer les données, et s'ils ne désirent pas payer, ben dans ce cas-là, on va publier, rendre publiques ces informations, et ils vont tomber sous le coup du règlement notamment européen pour la protection des données personnelles. Tout ça est assez effrayant. Assez effrayant. On voit que c'est très organisé. En plus, ce sont des véritables mafias qui sont derrière tout ça, en fait. Oui, complètement. Le cartel Maze a commencé avec cette idée de faire ce que l'on appelle donc le doxing en anglais, où on met à disposition les données pour faire chanter une deuxième fois. Et ça a été repris par un autre cartel qui, lui, a eu une idée encore meilleure, malheureusement, c'est de dire, OK, notamment, ils ont piraté un avocat new-yorkais qui détenait des informations confidentielles sur des personnes publiques, et il a dit, bah voilà, moi j'ai récupéré toutes ces informations, et je vais les rendre publiques, mais je lance des enchères. Qui les veut? Benoît, pour terminer, en préventif, ne pas cliquer sur des mails avec des pièces jointes qui nous paraissent qu'on ne connaît pas. Oui. C'est ça le plus important. Rester discret sur les réseaux sociaux aussi, si notamment on travaille dans l'aéronautique ou d'autres secteurs sensibles. Sur LinkedIn, par exemple, on va éviter de mettre toute sa vie et les projets sur lesquels on travaille, parce qu'on le voit dans le cyberespionnage et dans les attaques, il faut connaître sa cible pour pouvoir pénétrer. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Benoît Grunemwald.